Il y a des moments où on a juste envie de déconnecter et juste de rentrer dans une espèce d'univers fictif, de lire une histoire simple et en même temps se sentir mieux tout en ayant appris quelque chose, en ayant eu une certaine leçon. Et tous ces romans sont porteuses justement de ces notions-là. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Aujourd'hui, je lance un nouveau thème qui va être un peu de partager mes sources d'inspiration. Et je voulais commencer ce thème de manière très simple, très basique, sans prise de tête, et m'adresser surtout aux personnes qui se lancent dans le développement personnel au départ, qui savent pas trop, qu'est-ce que je peux faire pour me sourcer en quelque sorte, quelle source d'inspiration je peux avoir. Et du coup, je voulais partager les romans incontournables du développement personnel. C'est, on va dire, une manière pour moi d'approcher le développement personnel qui est accessible à tout le monde. Je trouve que le fait d'utiliser un roman, on tombe dans une histoire, on tombe dans un monde et ça parle tout seul. En fait, on n'a pas besoin vraiment de réfléchir. Ça touche, on va dire, nos émotions et ça forcément a un impact sur nous. Et honnêtement, ça a pris un boom, on va dire, ces dernières années, même, on va dire 10-15 dernières années, où il y a vraiment eu un gros boom des romans de développement personnel. Au départ, c'est vrai que, il y avait vraiment les gros. Et du coup, moi, je voulais partager ceux qui me sont personnellement, en fait, qui m'ont touché personnellement. Je vais pas faire dans l'originalité. Pour les personnes qui sont dans le développement personnel, forcément, il y a de fortes chances que vous avez lu ces livres. Mais je voulais vraiment vous donner ma liste et vous expliquer en quoi ces romans, pour moi, ils ont été importants. Et puis vous partager en même temps ce que moi, j'en ai retenu de ces romans. L'idée, c'est que pour moi, j'ai lu énormément de livres qui sont parfois assez complexes. Par exemple, si on prend des traités de Carl Gustav Jung, il a une manière d'écrire qui sont assez, on va dire, difficiles à lire. Tenir un livre, le lire du début jusqu'à la fin, parfois ça fait presque mal à la tête. On se dit mais il part dans des détails, il utilise, on va dire, un vocabulaire qui est quand même assez soutenu. Et donc du coup, c'est parfois assez dur à lire. Et le roman, en fait, c'est que on peut le lire en quelques heures, d'une traite, c'est facile. Et c'est vraiment, et pourtant on en tire parfois des leçons qui sont profondes et c'est vraiment inspirant. C'est pour ça que je voulais commencer avec ce thème-là. Les lundis suivants, j'aborderai aussi justement d'autres styles de livres qui eux sont un peu plus spécifiques et un peu, on va dire, moins simplistes que les romans. Donc, commençons dès maintenant cette liste et je vais commencer avec l'un des plus gros succès qui est de tous les temps, si je peux dire, en termes de développement personnel. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc, forcément, ce livre-là, si vous n'avez pas entendu parler de lui, c'est que vraiment, vous n'êtes pas du tout dans le monde du développement personnel. Donc, ce livre, il a plus de 30 ans et il raconte l'histoire de Santiago. Santiago, c'est un berger qui souhaite en fait se rendre en Égypte pour y trouver un trésor suite à un rêve qu'il a fait.
Et en gros, on suit le périple justement de Santiago. On voit toutes les difficultés qu'il traverse et qui le poussent à chaque fois à un dilemme, si je peux dire, qui est continuer pour atteindre son rêve ou s'arrêter. Et on voit qu'il y va jusqu'au bout. Et je vais pas vous spoiler la fin de l'histoire. Mais en gros, c'est juste fascinant. Qu'est-ce qui fait que ce livre est aussi fascinant? C'est tout simplement parce que tout le monde qui le lit se retrouve dans l'histoire de Santiago. On a tous à un moment, en fait, cette espèce de fibre en nous, cette espèce d'instinct naturel qui nous pousse à nous dire « Mais j'ai envie de plus. Ma vie, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a un trésor, il y a un rêve, en fait, que j'ai envie d'aller. Et ben ouais, pourquoi pas tout abandonner là, tout d'un coup, tout lâcher et y aller, en fait. Qu'est-ce que ça ferait, en fait? Qu'est-ce que ça amènerait? » Et on voit justement Santiago qui décide du jour au lendemain d'arrêter justement d'être un berger, de vendre son troupeau et avec l'argent partir en Égypte en fait. Et on voit justement que forcément se lancer dans son rêve c'est plein de péripéties, plein d'imprévus, que les choses ne se passent pas du tout comme Santiago l'espérait et que aller à son rêve va prendre des années et non pas en quelques semaines. Donc, c'est juste magnifique. On voit les différents personnages qu'il rencontre aussi, les différentes personnes qui vont essayer on va dire, le guider, de l'amener. On voit aussi justement cette main un peu invisible qui le guide et qui le pousse à aller dans certains endroits alors que au départ il n'était pas censé y aller. Il y a vraiment aussi cet aspect spirituel forcément qui parle à tout le monde. Et c'est ce que j'ai adoré, moi, dans ce livre. C'est le mélange de développement personnel, développement spirituel. Cette croyance, en fait, que il y a quelque chose qui nous aide. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui va nous amener à avancer. Et je pourrais dire que c'est vraiment la leçon principale que je tire de ce livre. C'est forcément cette citation qui est ultra connue, mais quand nous voulons une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Et cette phrase qui est tirée du livre, elle prend tout son sens lorsqu'on lit ce livre. Qu'importe les difficultés, on a toujours quelque chose qui va nous amener à notre destinée. Il y a aussi une autre leçon qui est que le plus important, c'est pas forcément la destinée, c'est pas forcément où on arrive, mais c'est le chemin. Et forcément, le livre, sans vous spoiler la fin du livre, on prend conscience de cela vraiment d'une manière magnifique avec comment se conclut le livre. Justement, on prend conscience à quel point le chemin est important. Ce n'est pas là où on arrive ou là où on va qui est important, c'est réellement le chemin. Pour vous partager un peu personnellement quelle est l'histoire et quel est le lien que j'ai avec ce livre, en fait, c'est que pour moi, c'est, je crois, le premier roman, en fait, de développement personnel que j'ai lu, et il m'avait été recommandé par une amie, et elle m'avait passé sa copie, et je l'avais lu en un après-midi, mais je crois que c'est la première fois que j'avais lu un livre où, dès les premières pages, j'étais dedans, et je me suis pas arrêté, en fait. J'étais à la fac à cette époque-là, j'avais plusieurs devoirs à faire, je me souviens, j'avais prévu un après-midi où je devais travailler, et du coup, j'ai pas du tout travaillé, j'ai lu le livre. Et du début à la fin d'une traite. Et c'était la première fois que j'avais fait ça. Et ce livre m'avait vraiment parlé parce que à cette époque-là, forcément, j'étais étudiant. Et oui, forcément, l'histoire du rêve, de croire en ses possibilités, d'aller chercher quelque chose de plus grand que soi, de vraiment atteindre ses objectifs. Clairement, pour moi, ça m'inspirait. Et ce livre-là m'avait vraiment touché. Au point où, d'ailleurs, à un moment, j'avais fait j'ai déjà offert ce livre-là à plusieurs personnes. J'ai aussi fait une copie de ce livre. Je me souviens que je l'avais offert à un ami. Et dessus, j'avais inscrit de dire, OK, tu lis ce livre-là, et dès que tu l'as fini, passe-le à quelqu'un, et j'aimerais que cette copie-là, en fait, elle circule. Que, justement, ça soit une copie qui traverse le monde, que les gens se passent entre eux, parce que pour moi, c'était un livre vraiment qui a un pouvoir
de changer les vies des gens, quoi. Donc, il y a cette espèce de côté un peu mystique, il y a quelque chose de spécial qu'on peut pas forcément exprimer, mais ce livre-là touche forcément toutes les personnes qui le lisent, donc je le recommande fortement. Le deuxième livre, il est un peu plus récent, et c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Alors, ce livre, l'histoire que j'ai avec lui, elle est vraiment très simple. Enfin, déjà, je vais vous expliquer quel est un peu le thème, l'histoire du livre. C'est, on suit Camille, en fait, qui a 38 ans. Et en fait, tout semble parfait dans sa vie, si on peut dire. Elle semble avoir tout pour être heureuse. Et pourtant, elle a l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts. Ce qu'elle souhaite, c'est retrouver le chemin de la joie, de l'épanouissement. Et un jour, du coup, elle rencontre Claude, qui est routinologue, et qui lui propose de l'accompagner de manière originale pour l'aider à retrouver justement son épanouissement. Donc, le livre, quand je l'avais lu pour la première fois, enfin, là, j'avais entendu parler de lui, je m'étais dit, bon, encore un livre de développement personnel, parce que ces dernières années, c'est à la mode, et ça va, je vais rien apprendre, strictement rien apprendre de ce livre, et ça a été le cas. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans le livre, j'étais là, je le sais, je le sais, je le sais. Pourtant, pourquoi je vous en parle ici, c'est parce que justement, je trouve que le livre est très bien fait et qu'il nous donne en fait une base pour toute personne qui veut se lancer dans le développement personnel, qui vit une situation dans sa vie où c'est compliqué, où justement elle recherche plus d'épanouissement, elle a ce ressenti à l'intérieur d'elle que la vie c'est pas ça, il y a quelque chose de mieux, on peut être heureux et je sais pas qu'est-ce qu'il me faut, je sais pas de quoi j'ai besoin, mais je ressens un manque à l'intérieur de moi. Ce livre-là nous donne en fait un schéma, les étapes clés en fait, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir sortir de cela. Parce que toute personne peut se retrouver dans Camille aussi en fait. Et si on suit ce que Camille a fait, eh bien on peut retrouver cet épanouissement. J'ai adoré le livre aussi du fait que justement il ramène cette responsabilité que l'on a à être acteur de sa vie, à créer justement le changement. On peut par soi-même créer un changement. Et du coup, ce livre m'a beaucoup parlé par rapport à cela. C'est un très bon départ pour les personnes qui cherchent des méthodes, des personnes qui cherchent une manière facile de pouvoir transformer leur vie. Si vous n'êtes pas adepte de livres justement qui vont vous donner des théories, qui vont vous donner de la pratique, mais là le fait que c'est sous une forme de roman, c'est beaucoup plus facile et accessible à tous. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans la liste et que je le recommande. C'est vraiment cette notion de condensé d'exercice. À chaque fois que je lisais, je me disais mais waouh, c'est pratiquement aussi des méthodes utilisées en coaching de vie à chaque fois, bien expliquées, simples à utiliser. Et pour moi, c'était vraiment cette notion-là. Je retiens le condensé d'exercices qu'il y a et que c'est applicable à chacun dans ce livre. La leçon que j'en retire, c'est aussi que on est acteur de sa vie et que ça dépend vraiment de soi, uniquement de soi, de ramener de la joie dans sa vie. On a l'exemple dans le livre de Camille qui justement voit sa relation avec son compagnon évoluer tout simplement parce que elle décide de changer. Elle ne demande rien à son compagnon, elle ne fait pas des choses, mais elle voit que lui aussi change parce que elle change. Et je trouve que c'est vraiment bien amené dans le livre aussi, cette histoire. Donc, voilà pourquoi je vous recommande aussi ce livre. Le troisième, c'est pareil, un classique, on va dire surtout en France, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ce livre, il est normalement destiné aux enfants et il y a des chances que peut-être à l'école vous l'ayez étudié ou on vous a fait lire des passages de ce livre. Pourtant, je l'ai relu cette année. Ça faisait des années que j'avais pas touché ce livre-là. Je l'ai racheté en fait parce que j'ai acheté la version pour enfants pour mon fils et du coup en parallèle je me suis dit tiens on va reprendre le roman, c'est un classique et je vais le relire. Et j'avais oublié le pouvoir qu'avait ce livre, surtout lorsque l'on est adulte.
L'histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est Antoine de Saint-Exupéry, qui est un aviateur, qui raconte un moment où il est dans le désert, parce que voilà, son avion est tombé en panne, et qu'il fait la rencontre d'un petit prince, d'un petit garçon, qui est un être d'une autre planète, et qui semble avoir une manière de voir le monde qui est bien différente. Et donc, il nous explique un petit peu, voilà, les discussions qu'il a avec lui, ce que lui demande le petit prince, et il nous présente en quelque sorte ce petit prince tout au long du livre. Certes, voilà, ça va être une fiction, ça va être assez, on va dire, très 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 facile à lire. Hein. N'oublions pas qu'il est destiné pour les enfants. Mais ce que j'ai adoré, c'est que même si c'est orienté pour les enfants, lorsqu'on le lit en tant qu'adulte, ça nous ramène vraiment à l'essentiel. Ça nous permet tout simplement de nous reconnecter à notre âme d'enfant. Et cette idée, en fait, que on avait une vision quand on était petit qui était très simple de la vie. On allait à l'essentiel, on aimait la vie. C'était facile d'aimer la vie quand on était enfant. Le monde dans lequel on était semblait être un monde magique, féerique, merveilleux. Et en lisant ce livre, on a cette petite chose à l'intérieur de nous qui fait, mais à quel moment on a perdu ça ? Pourquoi est-ce que nous, en étant adultes aujourd'hui, on perd cette facilité à trouver la magie dans le monde ? Et il y a beaucoup de petites phrases simples qui nous le montrent. Et on voit vraiment que l'auteur, dans le livre, cherche à nous amener cela. Presque on pourrait dire que le livre a été écrit de manière à ce que les parents qui lisent cette histoire à leurs enfants puissent en tirer le message, comme si le message est fait pour eux en fait et non pas pour l'enfant. Et je trouve ça juste merveilleux. Pareil, c'est simple, d'écriture, accessible à tout le monde, ça peut être lu en même pas 1 heure. Donc, c'est un livre qui est accessible aux adultes, pour les jeunes, pour on va dire les jeunes enfants à partir de 8-9 ans, si je pourrais dire. Et honnêtement, je le recommande fortement parce qu'il y a de la magie. Ça fait pareil pour moi comme le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste. Il y a quelque chose de magique dans ce livre. Le simple fait d'avoir dans les mains, le simple fait de le lire, va vous toucher intérieurement. Une part de vous va s'éveiller et même si on ne comprend pas, même si on ne va pas méditer sur le livre, il y aura forcément une chose qui va vous toucher dans votre cœur et que vous allez vous reconnecter à cela. Une des leçons que je retiens vraiment de ce livre, c'est forcément l'importance de garder son âme d'enfant, car l'enfant en fait a une meilleure compréhension du monde que les adultes. Il y a cette phrase dans le livre que j'adore qui dit « Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour un enfant de toujours et toujours leur donner des explications. » J'ai juste adoré comment elle est tournée cette phrase parce que beaucoup d'adultes se diraient c'est fatigant de devoir donner tout le temps des explications aux enfants parce qu'il faut leur apprendre les choses. Et là, la manière qu'elle est dite, c'est comme si c'est une évidence. C'est mais les adultes, vous connaissez rien et on doit apprendre des enfants. Et cette notion, pour moi, en fait, elle me parle énormément aussi parce que forcément avec mon fils, je me rends compte du nombre de choses qu'il m'apprend par sa vision du monde, par sa simplicité, d'aimer le monde, de s'émerveiller devant des choses, de juste être joyeux pour des choses toutes simples, de passer justement du rire aux larmes et de larmes au rire en un claquement de doigts. Ça nous apprend tellement de choses, ça nous ramène tellement à de la simplicité. Et ce livre a réussi à condenser cela, en fait, ce pouvoir qu'ont les enfants. Et forcément, il est juste magique. Donc, ça fait partie de la liste des livres que je vous recommande, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Un 4e roman que j'ai envie de partager, et là c'est plus une série de romans, c'est La prophétie des Andes de James Redfield. Alors,
l'idée, on va dire, le premier tome, je vous lis le résumé qui dit que la prophétie des Andes, elle est issue d'un manuscrit fabuleux rédigé 600 ans avant Jésus-Christ et qui révèle que notre société va vivre un grand bouleversement. Le héros, interpellé par cette histoire, s'envole pour le Pérou à la recherche d'un mystérieux grimoire, objet de toutes les convoitises qui va transformer sa vie. Commence alors une aventure magique et enchanteresse, une dangereuse initiation. Ce livre, en fait, va nous amener vraiment presque un peu à la Indiana Jones. Il y a vraiment un côté périple, héros, la personne qui va explorer le monde, qui va découvrir des nouvelles choses, un peu de conspirationnisme en quelque sorte presque, où on voit comme s'il y a une sorte de mafia qui essaye de l'empêcher d'atteindre son but, qui va, voilà. Il y a tout cela qui est mélangé dedans, donc qui fait justement que cette histoire, elle est, bon, fascinante déjà en tant que roman, comme roman d'aventure et d'action, si je peux dire, mais en parallèle, il y a ce côté un peu mystique, ce côté spirituel aussi qui forcément, moi, me parle, et à travers la prophétie, en fait, on se rend compte qu'il y a dans le premier tome 9 prophéties, mais chacune de ces prophéties est comme une leçon de développement spirituel. Si on prend chacune d'elles, ça fait un peu comme les accords Toltec. Ce sont des leçons de vie que l'on peut prendre. Et si on prend chacune de ces prophéties et qu'on les applique à soi, alors on peut à nouveau se développer. Donc, ce livre a vraiment aussi, pareil, ce pouvoir de nous apprendre à nous développer spirituellement, à revenir à l'essentiel, à se reconnecter à soi, à se reconnecter au pouvoir qu'il y a autour de nous, comprendre que, en fait, on ne fait qu'un avec le monde qu'il y a autour de nous, que nous ne sommes pas simplement notre ego, que nous ne sommes pas simplement un être fait de matière, mais que il y a justement cette énergie, cette fluctuation de magie tout autour de nous, que nous ne formons qu'un seul être avec l'univers, qu'il y a cette connexion parallèle. Il y a d'ailleurs un film qui a été tiré de justement cette série de romans que je vous recommande. Si vous n'aimez pas trop justement lire, vous pouvez regarder le film qui est, bon, forcément pas aussi bien que le roman, je vous avoue, mais on retrouve les idées principales et ça va, c'est assez cool à lire, à regarder, pardon. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce livre aussi, si je parle personnellement, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette liste, quel a été l'impact de ce livre pour moi, c'est que je l'ai lu, en fait, lorsque j'étais malade, donc lorsque j'ai eu ma rectocolite hémorragique et que j'étais donc, du coup, sur lit d'hôpital. J'ai lu toute la trilogie d'un coup, à ce moment-là. La trilogie, il y en a même 5 des livres. Donc, je les ai tous lus d'affilée et ça m'avait vraiment ramené à ce moment-là, pareil, à me reconnecter à l'essentiel, à revenir justement à cette croyance, à cette foi que le monde aussi va avancer, que le monde n'est pas simplement figé. Parce que j'étais dans une phase, en fait, où j'avais l'impression, pareil, de me dire, j'étais un peu isolé, comme si j'avais l'impression d'être un peu perché, d'être la seule personne, en fait, à avoir cette vision du monde dans lequel je crois en quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas visible, qui n'est pas scientifiquement prouvé, en fait. Et j'avais l'impression que je pouvais pas en parler, presque. J'étais encore un peu dans cette phase. Et du coup, le fait de lire ce livre-là me ramenait à me dire, mais en fait, ouais, il y a des gens qui croient comme moi, il y a des gens qui voient comme cela, qui ont cette vision, et qui la développent, qui en font des histoires. Et je me retrouvais dans tout ça. J'avais l'impression que quand je lisais ce livre, je me disais, mais c'est exactement moi, le monde dans lequel j'imagine qu'on vit, en fait. C'est pas perché, tout ce qu'ils disent, cette histoire de magie et tout. Il y a ce côté, un moment, et un des tomes de la série, justement, on nous parle de Shambhala. Shambhala qui est, selon les idées que l'on peut avoir, serait en fait un monde parallèle dans lequel vivraient des êtres très élevés spirituellement et que seules certaines personnes peuvent avoir accès à ce monde en quelque sorte et que c'est un monde un peu caché qui, dans lequel il y aurait une forme de paix, une forme d'harmonie. C'est presque, on va dire, un genre de paradis accessible à tous.
mais qu'il aurait une porte secrète pour y arriver ou des choses comme ça. Donc, même cette idée-là, pour moi, ça me parle en fait. Je me dis, pourquoi pas? Je crois en ce genre de choses. Je suis un grand utopiste et j'ai vraiment cette vision de tout est possible. Pourquoi pas? Et ça serait juste magnifique qu'un tel monde existe. Il faut dire aussi que ce qui m'avait beaucoup parlé aussi dans ce livre, c'est que je l'avais lu aussi un peu avant 2012. Et tout ce qui se passait en 2012, ce fameux on va basculer d'un monde à un autre. 2012, c'est selon le calendrier Maya, la fin du monde et tout. Il y avait en fait toute cette histoire en fait qui avait été développée. Et du coup, forcément, le livre, moi aussi, m'a amené un petit peu à se dire, ouais, on est dans une période de changement, il y a de grandes choses qui vont se passer. Et donc, j'avais tout cet engouement, en fait, qui faisait que ça nourrissait quelque chose à l'intérieur de moi aussi, en fait. Donc, c'est un livre qui, pour moi, je pense, est porteur, en fait, d'un message d'espoir, de vraiment croire, en fait, oui, notre monde, il est pourri, mais il va y avoir quelque chose de mieux, en fait. D'avoir cet espoir que nous ne sommes pas dans un monde figé, en fait, que même si on a l'impression que l'être humain devient de plus en plus ignoble, qu'il fait des atrocités, qu'on a l'impression qu'il se déconnecte de l'essentiel de plus en plus, c'est pas vrai, en fait. Le changement se fait, il va y avoir un changement, il y a une possibilité de vivre dans un monde qui est différent. Et cela, ça m'avait beaucoup plu, en fait, dans ce livre. Donc, les leçons que j'en ai retirées, c'est cette notion de me conformer dans ma vision du monde. Comme je vous le dis, pour moi, beaucoup de choses dedans, je me dis, c'est pas une fiction. J'ai presque l'impression de me dire, ça pourrait être vrai, cette histoire, en fait. Donc, ça m'avait parlé. Le dernier livre que j'ai envie de partager avec vous est... Bon, ça a été difficile de choisir, en fait, un livre de cet auteur, mais je vais dire celui qui l'a le plus fait... Enfin, qui l'a fait connaître aux yeux du plus grand nombre, si je peux dire. C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Comme Paulo Coelho, on va dire, Laurent Gounel, c'est notre Paulo Coelho français, si je peux dire, qui lui a énormément aussi de romans aujourd'hui à son actif et qui ont tous cette force de nous parler et de nous amener aussi justement des notions de développement personnel et spirituel. L'histoire de l'homme qui voulait être heureux, c'est en gros, imaginez que vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur et sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer au cas où. Son diagnostic est formel, vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux. Et donc, porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit, celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. Donc ce livre, il est un peu, on va dire, similaire à Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. On va dire sur le principe, cette idée justement de la personne qui a tout pour être heureux et pourtant il lui manque quelque chose, il n'arrive pas à combler cette espèce de manque à l'intérieur de soi et que donc il va être accompagné par une personne qui va lui donner des exercices pour justement se retrouver. J'avais beaucoup aimé ce livre aussi parce que, à nouveau, il a son propre univers et il a une simplicité. Le fait déjà qu'il se passe à Bali, qui nous emmène un peu dans justement le monde de Bali, pour moi, ça m'avait parlé parce que ça m'a ramené à des vacances que j'avais eues, justement, où lorsque j'étais étudiant, j'avais pris 5 jours pour aller à Bali et j'avais été fasciné par la culture balinaise. Et du coup, le fait de lire ce livre-là, ça m'avait justement rappelé cette époque. Et de même, on peut retrouver aussi pour les personnes qui ont regardé le film ou lu le livre Eat, Pray, Love avec Julia Roberts dans le film, qui a été aussi un carton où il y a cette période
du film où elle va à Bali et elle justement retrouve un peu plus de connexion à soi, elle retrouve l'amour aussi là-bas. Donc ça peut amener, on va dire, cette ferveur-là, cette atmosphère que du fait que l'histoire se passe à Bali déjà quelque chose de spécial. Dans la même lignée que le livre de Raphaël Giordano, ce qui m'a parlé dedans forcément c'est la simplicité que l'auteur utilise pour nous amener des exercices basiques, simples, qui peuvent même paraître niais pour beaucoup de personnes. Mais pourtant, si on sort du simple fait de se dire ouais mais comme si faire des choses comme ça va changer ma vie, on se dit juste bah ok, et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour moi ces genres de livres un peu feel good, vous voyez, que quand on est dans des situations, des moments de notre vie où ouais ça va pas trop fort et tout, eh bien le simple fait de lire un tel livre nous ramène dans un monde dans lequel les choses sont simples, joyeuses, que oui, le monde peut être joyeux et heureux, et que nous pouvons justement, à tout moment, basculer, créer le changement, créer la bascule qui va nous ramener un peu plus vers l'harmonie, vers l'épanouissement personnel. Et je pourrais dire, en fait, conclure un petit peu ce podcast là-dessus, c'est que tous ces livres que je vous parle, dont je vous parle, pardon, eh bien, pour moi, je les appelle un peu, voilà, ces livres feel good. Les romans, j'adore ça parce que il y a des moments où on n'a pas envie de aller écouter un podcast de Gaël qui va vous dire alors ouais, exercice numéro 1, faites ci, faites ça, vous devriez réfléchir là-dessus, méditer là-dessus. Il y a des moments où on a juste envie de déconnecter et juste de rentrer dans une espèce d'univers fictif, de lire une histoire simple et en même temps se sentir mieux tout en ayant appris quelque chose, en ayant eu une certaine leçon. Et tous ces romans sont porteuses justement de ces notions-là. Et c'est pourquoi je voulais partager. Pour moi, des romans, dans des livres de développement personnel, j'en lis énormément. La majorité de ces livres, ça va être chapitre 1, ok, telle technique, telle méthode, je vous explique la théorie derrière ma méthode, et ça va être vraiment, c'est pas des histoires. La personne va illustrer sa méthode avec, ok, une expérience personnelle, mais on suit pas un héros à travers une histoire. Pas du tout. La majorité des livres de développement personnel et spirituel que je lis sont comme cela. Certains livres de spiritualité vont être très très loin, c'est presque de l'ésotérisme dans ce que je lis. Pareil, très peu de personnes vont se dire mais franchement c'est juste saoulant de lire des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où j'ai besoin de déconnecter. Je peux pas être à fond dans des choses qu'il faut analyser, qu'il faut prendre vraiment le temps de réfléchir pour comprendre. J'ai besoin des fois des moments juste, on lit un livre, ça me permet de me déconnecter du monde et c'est simple, c'est facile. Ce sont ce genre de livres-là, ces romans. Donc pour les personnes qui voudraient aller plus loin, quelques recommandations aussi que je n'ai pas faites là parce que voilà, j'ai voulu juste parler de 5 livres que moi-même j'ai lus personnellement déjà et qui ont eu un impact sur moi dans ma vie. Et donc pour ceux qui aimeraient d'autres livres, et je vous recommande tout simplement les livres de Paulo Coelho, les romans de Laurent Gounel aussi, tous. Pour moi, ils ont tous cette capacité à vous apporter quelque chose. Il y a aussi Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma que j'aime bien. Et pour revenir aussi à des auteurs francophones, Bernard Werber aussi, qui a un certain monde, un certain univers dans lequel il vous amène. Je vous avoue que moi je suis pas un grand fan, on va dire, je reconnais à quel point c'est fort, mais j'ai eu du mal à accrocher, on va dire, aux romans de Bernard Werber, du fait qu'ils sont très détaillés, qu'ils sont vraiment très 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 pointus. Il y a énormément de travail, de recherche derrière. Il nous emmène dans un monde et il y a énormément de détails. Ça va pas être des romans que vous allez lire en 1 heure, 2 heures, quoi, du Bernard Werber, mais par contre, il y a énormément de réflexion. Ça va vous amener vraiment à réfléchir, à voir le monde d'une manière totalement différente, et c'est ce que j'adore quand même dans ces livres. Donc, je le mets quand même dans la liste de ce que vous pourrez lire. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que ça fait quand même
un petit moment aussi. L'épisode, il est assez long, du coup, je m'arrête là. J'espère que vous aimez quand même ce format, ça sort un peu de ce que j'ai eu l'habitude de faire. Dites-moi si ça vous plaît justement que je parle et si vous aimeriez que je continue à vous parler des différents livres, des différents films aussi. C'est un sujet que j'aimerais aborder, les différents livres qui pour moi peuvent nous créer en fait un changement dans notre vie, apporter plus d'épanouissement. Voilà, c'est un petit peu sur cette lignée que je vais m'adresser à vous jusqu'à la fin de l'année. On va rester sur du simple pour conclure un peu l'année tranquillement. On se redonne rendez-vous dès jeudi pour incarner ses valeurs où je continue à faire le bilan des interviews. Comme à mon habitude, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, pleine de paix, de joie et d'harmonie et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit, que la nuit, que la nuit.